Les images sont belles, l'équipe masculine espagnole de basket adapté sacrée championne olympique en 2000 à Sydney. L'hymne national qui résonne devant le monde entier, quelle fierté n'est-ce pas? Une belle illustration des valeurs des Jeux paralympiques que sont le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité. Et puis aussi de tout ce qui fait l'esprit des Jeux, la compréhension, la solidarité, le fair play. On imagine les années de travail, le dépassement de soi et des barrières pour ces athlètes handicapés mentaux, pour qui il n'est pas facile de se trouver une place dans une société qui a bien du mal à s'accommoder de leurs différences. Un peu de reconnaissance quoi, ça fait du bien. Oui, l'histoire aurait pu être très belle. Au lieu de ça, elle n'inspire rien d'autre que du dégoût et de la colère, parce que sur les 12 joueurs que vous voyez là, 2 seulement étaient handicapés mentaux. Tous les autres, des menteurs, complices, recrutés par la fédération pour faire gonfler le total de médailles de l'Espagne et obtenir plus d'argent des sponsors. Des joueurs reconnus comme étant des joueurs licenciés dans un club madrilène par plusieurs lecteurs tombés sur la photo de l'équipe en une de Marca le lendemain du titre. C'est simple, on n'aurait pas pu inventer meilleur scénario pour desservir l'ensemble des sportifs présentant un handicap mental. La première question qu'on se pose, c'est comment un tel scandale a-t-il pu passer inaperçu? Eh bien, ça n'a pas été très compliqué en fait. La Fédé espagnole de sport adapté, alors présidée par Fernando Martín Vicente, a joué sur le fait que de nombreux handicaps mentaux sont invisibles et donc difficiles à détecter et évaluer. Mais elle a aussi profité de failles en matière d'organisation de la part du Comité international paralympique. Pour être éligible, il ne fallait officiellement pas dépasser les 75 de QI. Or, comme l'a révélé Carlos Ribagorda, l'un des 10 joueurs non handicapés de l'équipe et accessoirement journaliste undercover qui a révélé l'affaire dans la presse un mois après les Jeux, aucun joueur n'a passé le moindre examen médical ou le moindre test. Ni en Espagne, ni en Australie. Ribagorda a expliqué qu'on lui avait simplement demandé de faire 6 pompes avant son premier entraînement en 1999, ce après quoi on lui avait pris sa tension artérielle et basta. Il a aussi confié que lui et ses collègues non handicapés avaient été encouragés à avoir l'air d'avoir une déficience mentale, notamment au sein du village paralympique, ce qu'ils auraient refusé. Sur le terrain par contre, les soupçons étaient bien présents, car la Roja s'est baladée du début à la fin du tournoi, 87-20, 94-48, 97-67, et une finale remportée 87-63 face à la Russie. Ribagorda raconte que le coach leur avait demandé de lever le pied pour ne pas que ça devienne trop flagrant, alors qu'ils menaient de 30 points à la mi-temps de leur premier match. Bradley Lee, joueur pour l'équipe d'Australie pendant ces fameux Jeux paralympiques de Sydney, se doutait bien, comme son coach Tony Guillot, de quelque chose, en voyant ses concurrents espagnols, qu'il a plus tard qualifiés de minables, écraser tout le monde. Mais personne n'a rien dit, difficile d'apporter des preuves sur le coup, et aussi d'imaginer qu'une telle supercherie et un tel manque de respect puissent être réels. Ribagorda explique aussi qu'il avait été invité à venir s'entraîner avec l'équipe à Madrid, 5 mois avant les Jeux de Sydney, et qu'il y avait vu un potentiel scoop. Pendant 5 mois donc, l'équipe s'est entraînée à Madrid, sans même que les 2 seuls joueurs handicapés de l'effectif, qui vivaient d'ailleurs en Espagne, ne soient présents. Certains valides avaient déjà participé au championnat du monde au Brésil, et Ribagorda lui-même avait déjà fait un déplacement au Portugal avec l'équipe avant le tournoi olympique, que beaucoup ont vu selon lui comme un voyage gratuit en Australie. Et puis ce n'est pas tous les jours qu'on peut porter le maillot national. Cette année-là d'ailleurs, l'Espagne a terminé 3ème au classement des médailles, avec 107 breloques derrière les USA et la Grande-Bretagne. Sachez également que la tricherie des basketteurs n'aurait pas été un cas isolé au sein de ces Jeux, selon Ribagorda. Selon lui, entre 3 et 5 médailles espagnoles étaient douteuses, dont une en natation et une en course de fond malvoyant, et d'autres pays comme la Pologne ou le Brésil auraient également fait participer de faux athlètes paralympiques dans de nombreuses disciplines. Les dires de Ribagorda ont été confirmés par une enquête du Comité international paralympique, et le président de la Fédération du sport adapté espagnol, qui avait initialement nié les faits, s'est excusé publiquement et a démissionné dans la foulée. L'équipe, elle, a été officiellement disqualifiée et sommée de rendre ses médailles d'or. Ramon Torres et Juan Antonio Parera, les seuls vrais handicapés de l'équipe, se sont donc retrouvés injustement sanctionnés. Ils auraient néanmoins reçu des répliques de leur médaille d'or par la suite. Sur les 19 personnes poursuivies en justice dans l'affaire, dont des membres de l'équipe, seul le président de la fédération espagnole, Fernando Martín Vicente, a été condamné. Le tribunal, qui n'a rendu son verdict que 13 ans après les faits, lui a infligé une amende de 5400 € et surtout l'obligation de rembourser les presque 150 000 € de subventions publiques versées par l'État pour les athlètes. Et le plus injuste là-dedans, c'est que tous les athlètes déficients mentaux ont été privés de JO jusqu'en 2012 à cause de ça. L'interdiction de la participation d'handicapés mentaux aux Jeux n'a été levée qu'en 2009 par le Comité international paralympique, trop tard pour les Jeux de Pékin. Il a donc fallu attendre les Jeux de Londres pour qu'ils puissent à nouveau y participer. Pendant ce temps, ce sont des carrières qui ont été gâchées par l'incapacité des instances à mettre en place un système de tests digne de ce nom, comme celle de la nageuse australienne Siobhan Patton qui à 17 ans avait raflé pas moins de 6 médailles aux Jeux de Sydney et qui a continué à s'entraîner pendant 4 ans derrière, en espérant faire les Jeux d'Athènes, en vain. Tombée en dépression, elle a passé 6 mois à l'hôpital derrière, écœurée par cette décision. En 2021, Fernando Martín Vicente, l'ancien président de la fédération espagnole, est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant cette fois qu'il n'était au courant de rien. Une très bonne blague pour Ramon Torres, l'un des 2 vrais athlètes paralympiques de l'équipe. Maintenant, il dit qu'il ne savait rien de tout ça, il ne peut pas faire ça. Bien sûr qu'il savait. Je pensais qu'il valait mieux que ça. Il a fait quelque chose de mal. Il devrait dire « je suis désolé ». Je serais très heureux qu'il dise ça. Torres
Torres a expliqué par ailleurs qu'il a fait part de son inquiétude vis-à-vis du recrutement de personnes non handicapées dans l'équipe à l'époque, mais qu'on lui a répondu que tout allait bien. Pour Miguel Sagara, secrétaire général du comité paralympique espagnol, il est également impossible que Vicente, décrit comme celui qui donnait les ordres par le juge lors du procès, n'ait pas été au courant. L'Anglais Dan Pepper, nageur double champion du monde en 2010 et privé de jeu en 2004 et 2008 lui aussi, a de son côté déclaré que les paroles de Vicente, 21 ans après les faits, ne faisaient que remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui encore, les sportifs handicapés mentaux sont très peu représentés aux Jeux. Pour ces Jeux de Paris 2024, ils ne sont présents que dans 3 disciplines, le tennis de table, l'athlétisme et la natation. Il est à noter que les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme léger, sans retard intellectuel, ne peuvent pas être sélectionnées. En 2021, à Tokyo, seuls 6 athlètes sur les 150 de la délégation française avaient une déficience mentale. Les sportifs atteints de trisomie 21 restent eux totalement absents et mis de côté. Le comité international paralympique n'autorise pas encore la création d'une deuxième classification les concernant, mais la Fédération internationale des sports adaptés y travaille. En attendant que les choses évoluent, nous sommes en plein Jeux paralympiques de Paris, et ça peut être l'occasion de découvrir le basket fauteuil, avec la première participation de l'équipe de France masculine depuis 20 ans. Le tournoi se déroule, comme ça a été le cas pour les valides, à Bercy, jusqu'au 8 septembre. Comme pour le basket classique, les matchs opposent 2 équipes de 5 joueurs chacune, sur 4 périodes de 10 minutes, et avec un panier situé à 3,05 m de hauteur. Les joueurs doivent soit se passer la balle, soit la faire rebondir toutes les 2 poussées de roue, sinon c'est marché. Les fauteuils ou roues inclinées sont conçus en tenant compte des mensurations, du type de handicap et du rôle du joueur sur le terrain. Ils sont équipés d'un cadre rigide à 3 ou 4 roues, avec une roue arrière anti-bascule pour encaisser les contacts et éviter les chutes. Le tilting, c'est-à-dire le fait de se basculer sur une roue pour se grandir afin de shooter, récupérer un rebond ou gêner un tir est autorisé. Il n'y a pas de reprise de dribble, le fauteuil est considéré comme une partie intégrante du joueur et les contacts avec l'adversaire sont autorisés tant qu'ils ne nuisent pas à l'intégrité physique de ce dernier. Un système de points est appliqué aux joueurs selon leur degré de handicap, paraplégie, tétraplégie ou assimilé, amputation ou assimilé. Chaque joueur est ainsi relié à une valeur comprise entre 1 et 4,5, 1 étant le degré de handicap le plus élevé. Le nombre total de points pour l'ensemble des 5 joueurs sur le terrain ne doit jamais excéder 14. Voici donc à quoi ressemble un roster avec ici celui de l'équipe de France paralympique. Côté résultats, aux Jeux paralympiques, depuis 1996, l'Australie, le Canada et les États-Unis se partagent les médailles d'or chez les hommes. Chez les femmes, les États-Unis ont remporté 3 des 5 dernières éditions. Et si vous voulez essayer ce sport en tant que valide, c'est tout à fait possible. La France, 2300 licenciés, l'autorise en dessous du niveau national 1A, afin de faciliter la constitution des équipes en club. Un joueur valide équivaut à 5 points sur le terrain. Enfin, sachez que l'histoire de l'équipe espagnole de basket paralympique de Sydney a inspiré 2 films. The Ringer, d'abord, sorti en 2005 et réalisé par Johnny Knoxville, puis surtout Chacun pour tous, film de 2018 avec Jean-Pierre Daroussin dans le rôle du coach de l'équipe nationale de basket adapté, et Ahmed Silla dans celui d'un des joueurs valides recrutés. Nous souhaitons en tout cas bonne chance à tous les athlètes paralympiques pour ces Jeux. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.